Aujourd'hui, je vais vous parler d'un espace géopolitique où se croisent chaque jour plus d'1 milliard de personnes, où ont lieu attaques, sabotages, crimes et peut-être demain de véritables guerres. Alors bienvenue dans le cyberespace, territoire virtuel, et qui pourtant apparaît menaçant pour les États. Depuis la mise en place de l'Internet grand public, à peu près en 1988, le nombre d'internautes double chaque année. Leur nombre en 2008 est estimé à 1,4 milliard de personnes environ, et cette croissance devrait se poursuivre du fait de 4 pays en particulier, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, pays depuis longtemps à forte croissance économique. Internet permet aujourd'hui à 22% de la population mondiale d'échanger des données, de discuter dans les forums, de s'informer, de jouer et de faire des achats. Et en construisant des liens entre eux, les internautes ont façonné peu à peu des communautés, puis un cyberespace qui est certes virtuel, mais indispensable à beaucoup d'entre eux. Pas de structure hiérarchique, ni pyramidale. C'est un réseau qui fonctionne, comme on dit, de pair à pair, et c'est peut-être ce qui explique son développement exponentiel. Le réseau est mondial et sans frontières. Sauf que ce n'est pas tout à fait exact. Les États y conservent un semblant de souveraineté avec les codes pays qui terminent les adresses des sites et des internautes comme .fr pour la France ou .de pour l'Allemagne. On note d'ailleurs que la cartographie de ce cyberespace reproduit en partie les disparités économiques du monde réel. L'attribution des adresses publiques relève d'un seul organisme. Il est américain, rattaché au département du commerce du gouvernement des États-Unis, et il se nomme l'ICANN. Et cette situation de monopole commercial n'entrave pas la liberté de diffusion sur le réseau. Mais le revers de la médaille, c'est que cet espace est difficilement contrôlable et l'anonymat derrière un site ou un courriel a favorisé aussi le développement d'une nouvelle forme de criminalité. Il y a 2 types de cybercriminalité. D'abord, celle qui utilise Internet comme un terrain d'action par la diffusion de contenus racistes, néo-nazis, pédophiles, diffamatoires et qui sont illicites, ou bien pour réaliser fraude, extorsion en ligne par le vol de numéros de compte, de cartes bancaires. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur français recense en 2005 614 méfaits en ligne, plus de 2000 en 2006 et plus de 4000 en 2007. Le deuxième type de cybercriminalité vise les réseaux eux-mêmes. En les piratant, c'est le hacking. En attaquant les systèmes de traitement et de protection de certains sites, c'est le cracking. Et de faits assez récents ont permis finalement aux États de bien mesurer la menace. D'abord, les attentats du 11 septembre. Les organisations terroristes comme Al-Qaïda utilisent aussi ces réseaux pour les transferts de fonds, les transferts de données, de photos, les prises de rendez-vous, tout cela étant facilité par l'anonymat. Le cyberespace devient dès lors un terrain pour préparer des attaques contre le fonctionnement de nos sociétés. Et c'est pour cela que l'on commence alors à parler de cyberterrorisme. Le deuxième événement a eu lieu en Estonie en juin 2007. L'Estonie est un petit État balte de 1 400 000 habitants, membre de l'Union européenne depuis 2004, et il est sans doute l'État le plus connecté d'Europe. 90% de ses transactions bancaires sont réalisées sur la toile. Et en avril-mai 2007, plusieurs sites gouvernementaux, banques, sites commerciaux sont simultanément attaqués, ce qui paralyse l'ensemble du réseau informatique et Internet estonien, y compris le numéro des urgences. C'est la première fois qu'un État, dans sa globalité, est pris pour cible. Pour mettre hors service les serveurs estoniens, la méthode est de les submerger. Chaque seconde, plusieurs milliers de demandes viennent de plusieurs milliers d'ordinateurs en réseau dans le monde. Dans le jargon, ce sont des PC zombies. Et ainsi, ils contournent les systèmes de sécurité et évite le blocage de l'accès par filtrage. L'Estonie accuse la Russie d'être à l'origine de cette cyberattaque en riposte au déplacement à l'intérieur de la ville de Tallinn d'un monument aux morts soviétiques
commémorant la Seconde Guerre mondiale. Ce déplacement, contesté par Moscou et les russophones d'Estonie, avait conduit à des manifestations qui ont dégénéré en émeutes. Donc, ces cyberattaques sont peut-être le prolongement de ce conflit. En tout cas, l'État estonien a été totalement dépassé par l'ampleur de la cyberattaque qui a duré près de 3 semaines. Et il est intéressant de savoir qu'un centre d'excellence en cyberdéfense a été ouvert par l'OTAN à Tallinn en mai 2008. Donc, ces deux événements font prendre conscience aux États que les cyberattaques peuvent porter atteinte à leur souveraineté et à leurs intérêts, d'autant plus qu'elles se multiplient. En juin 2007, le Pentagone à Washington est la cible d'attaques sur sa messagerie, sans qu'il soit trop possible de déterminer avec exactitude l'origine des attaques. La Chine est souvent désignée comme coupable par les États-Unis et les pays européens, sans parler pour autant du gouvernement chinois. En août 2007, ce sont les systèmes d'information allemands qui sont piratés, suivis en septembre par la France, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, puis de nouveau les États-Unis, mais cette fois contre des laboratoires travaillant sur des technologies sensibles, comme le Oak Ridge Laboratory ou le Los Alamos National Laboratories. Et puis en août 2008, lors du conflit entre la Russie et la Géorgie, les deux pays ajoutent à leurs attaques militaires des attaques cybernétiques croisées. Donc ces cyberattaques inquiètent aujourd'hui à cause de l'effet de surprise, il n'y a aucun système d'alerte avancé, et à cause des risques de paralysie qu'elles entraînent, et cela révèle les failles et les vulnérabilités des systèmes de sécurité informatique. Faisons maintenant une simulation en imaginant une crise diplomatique majeure entre la Russie et l'Union européenne, par exemple autour des livraisons de gaz ou du déploiement du bouclier antimissile. L'origine de l'agression est difficilement identifiable, les services secrets russes faisant appel à des groupes de hackers avec paiement par PayPal sur des comptes bancaires en Amérique latine. Les hackers activent alors des dizaines de milliers d'ordinateurs dont ils ont pris le contrôle grâce à des virus diffusés par de faux emails, de faux logiciels au téléchargement gratuit ou des sites pornographiques. Ces ordinateurs zombies envoient alors des millions de messages vides vers les serveurs allemands ou français qui, surchargés, tombent en panne, donc ne sont plus accessibles. Pour les gouvernements allemands et français, pris pour cible, il n'est pas facile d'arrêter ces flux, car ces messages viennent du monde entier, y compris du pays lui-même attaqué. Et s'ils mettent le Kremlin en accusation, celui-ci peut se défausser sur des groupes nationalistes hors de son contrôle. Fin de simulation. Donc, comment gérer ces nouvelles menaces? Y aura-t-il des cyberguerres de plus grande ampleur? En tout cas, le nom lui-même est prononcé dans les états-majors. Les États-Unis, en 2006, ont complété les espaces terrestres, maritimes, aériens et spatials par un cyberespace comme nouveau champ de bataille possible. Le AF Cyber Command est à Barksdale, en Louisiane, c'est là que se trouve le quartier général, et il est commandé par le général William Lord. C'est l'un des commandements majeurs de US Air Force, et il doit former, équiper et préparer les forces armées américaines aux conséquences des technologies émergentes sur la conduite des combats. Ce cinquième espace n'existe pas, mais il est le théâtre de la guerre informatique dans ce nouvel hyper-territoire. Les Américains aujourd'hui sont convaincus que le cyberespace est un terrain de combat comme les autres. Le paradoxe, c'est que le système Internet conçu par les Américains justement pour éviter qu'aucun centre ne puisse servir de cible, ce système aujourd'hui est vulnérable. Le cyberespace est peut-être virtuel, mais il est utilisé par une multitude d'acteurs, personnes privées, organisations terroristes, États, et les plus faibles pourraient l'utiliser pour mener une guerre asymétrique, pour paralyser les États les plus puissants. En attendant, cette notion reste ambiguë. Si le cyberespace est un espace de bataille, il doit avoir une matérialité, des fibres optiques, des câbles, des routeurs, des ordinateurs. Les capacités d'attaque doivent donc produire des effets physiques. Et puis comment riposter et dans quelle proportion si on ne sait pas par qui, ni même pourquoi on est attaqué? Ensuite, comment définir juridiquement une cyberguerre?
Le droit international ne s'applique que s'il y a conflit entre deux États. Et puis, est-ce qu'on peut parler de guerre quand il n'y a ni destruction physique, ni perte de vie humaine? Sur ce dossier, vous pouvez lire La délinquance électronique, un dossier de la documentation française dirigé par Nasser Lalam, et également Territoire et cyberespace en 2030, toujours à la documentation française. C'est dirigé par Pierre Musso. Et puis, si vous voulez prendre un peu de hauteur, vous pouvez lire Le Monde en 2009, un dossier de Courrier International et de The Economist. Dans un instant.